Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Un vendredi soir d'automne, dans les rues paisibles et feutrées de Providence, la lumière des réverbères baignait les trottoirs d'une teinte dorée. Le vent faisait danser les feuilles rousses tombées des érables, traçant au sol des spirales silencieuses. C'était l'une de ces soirées où le monde semblait ralentir, suspendu entre le frisson du froid qui s'installe et la chaleur fragile d'un instant partagé. Daniel Moreau, 47 ans, avançait d'un pas tranquille, tenant tendrement la main de sa femme Clara. Il sortait d'un petit restaurant italien niché entre deux façades de briques anciennes, un lieu intime, sans prétention, que peu connaissaient, et qu'ils avaient choisi pour célébrer leur 14e anniversaire de mariage. Clara portait une robe bleu nuit, simple mais élégante, qui épousait ses formes avec délicatesse. À chaque mouvement, son parfum de lavande laissait derrière elle une trace subtile, presque nostalgique. Son rire, clair comme une clochette, résonnait encore dans la ruelle, écho d'une complicité qu'il cultivait depuis des années. Elle s'arrêtait parfois pour admirer une vitrine ou commenter les décorations d'Halloween accrochées au balcon, tandis que Daniel l'écoutait en silence, un sourire doux au coin des lèvres. Lui, en costume sobre, chemise ouverte au col, portait cette élégance discrète des hommes qui n'ont plus rien à prouver. Ses cheveux grisonnants encadraient un visage calme, marqué par le temps mais sans amertume. Sa barbe poivre et sel, soigneusement taillée, ajoutait à son allure posée. À première vue, Daniel paraissait ordinaire. Trop ordinaire. L'homme tranquille, rangé, qui vit pour sa femme et les petits plaisirs simples. Mais derrière cette façade de sérénité, derrière ce regard d'un gris presque cendré, se cachait quelque chose d'ancien. Une densité invisible. Une tension qu'il contenait, un instinct qu'il refoulait. Ses gestes, toujours lents et précis, n'étaient pas ceux d'un simple fonctionnaire à la retraite, mais d'un homme entraîné à anticiper, à contrôler chaque détail de son environnement. Ce soir-là, alors qu'il observait distraitement les ombres danser sur les murs, son cerveau, sans qu'il le veuille, cartographiait déjà les issues, notait les visages croisés, les voitures garées trop près. Un vieux réflexe. Comme si une partie de lui ne dormait jamais. Clara ne posait plus de questions. Elle avait compris, au fil des années, que son mari portait un silence trop lourd pour être partagé. Elle savait seulement qu'il avait travaillé pour le gouvernement, dans une branche obscure dont il ne disait rien. Il évitait les films de guerre, ne portait jamais de montre au poignet droit, et ne supportait pas le bruit des hélicoptères la nuit. Mais ce qui la troublait le plus, c'étaient ces nuits d'orage, quand la pluie frappait les vitres et que Daniel, en plein sommeil, murmurait des prénoms qu'elle ne connaissait pas. Des fragments d'un passé qu'il avait enfoui profondément, comme une bombe désamorcée, mais jamais vraiment désactivée. Elle l'aimait. Pour sa douceur, pour sa patience, pour cette façon qu'il avait de l'écouter sans jamais juger. Sur le trottoir d'en face, dans l'ombre d'un lampadaire défectueux, 3 silhouettes se tenaient accoudées à une vieille Chevrolet Impala cabossée, recouverte de graffitis et de stickers usés. La peinture écaillée laissait entrevoir les années de négligence. Le moteur tournait encore faiblement, comme un souffle rauque. De la musique trap s'échappait d'un haut-parleur fendu. Ils étaient là comme des chiens de garde sans but, errants mais agressifs, cherchant un prétexte. Trey, le meneur, portait un blouson en cuir noir trop grand pour lui, les épaules gonflées par l'attitude plus que par la carrure. Son regard était celui d'un prédateur paresseux, avide d'exister dans les yeux des autres. Son sourire mauvais révélait une dent en or qu'il aimait montrer dès qu'il ricanait. À ses côtés, Rico, grand et anguleux, au visage sec comme une lame de rasoir, tournait en rond, incapable de tenir en place. Il jetait sans cesse des coups d'œil autour de lui, clignant des yeux comme s'il cherchait un danger invisible ou un public. Et puis il y avait DeShaun, massif, large comme une porte de frigo, les bras croisés sur un t-shirt tendu à l'extrême. Il mâchait son chewing-gum avec une lenteur provocante, les yeux à moitié fermés, comme s'il était trop fatigué pour s'intéresser à ce qui l'entourait, mais prêt à exploser. Lorsque Clara et Daniel passèrent à leur hauteur, le silence se brisa net. Trey plissa les yeux, puis, dans un sifflement gras, lança. « Et princesse? C'est ça ton homme? Sérieux? Il t'emmène au bingo ou c'est ton prof de maths? » Rico éclata de rire, un rire nerveux,
trop fort. DeShawn fit claquer sa langue. Clara, surprise, serra un peu plus la main de Daniel. Lui, ne répondit pas, gardant le regard droit devant. Il pressa doucement la paume de sa femme, comme pour lui dire « Je suis là ». Continue de marcher. Ignore-les. On s'en va, souffla Tegil. Mais ce calme ne fit qu'attiser la bêtise. Rico, sentant l'adrénaline monter, fit 2 pas en avant, balançant son corps comme un boxeur avant un combat. « Attends une seconde, ma jolie. Tu vas vraiment passer ta soirée avec ce type ? Viens, on va te montrer ce que ça fait un vrai homme. » Clara eut un mouvement de recul. Une peur glaciale lui saisit l'échine. Mais avant même qu'elle ne réagisse, Daniel s'était placé devant elle, dans un mouvement si fluide qu'il sembla préprogrammé. Il ne cria pas. Ne haussa pas le ton. Son calme était dérangeant. « C'est votre dernier avertissement », dit-il simplement. Sa voix était posée, mais tranchante. Reculer maintenant serait une sage décision. Trey avança, bras ouverts, moqueur. « Oulala ! Il sort les grands mots. Tu vas nous faire la morale, papy ? Va dormir. » Et dans un geste rapide, il poussa violemment Daniel contre la carrosserie. Le choc résonna dans le métal, bruyant et brutal. Clara cria, instinctivement tendant la main vers lui. Daniel resta au sol, appuyé sur un genou. Sa tête était baissée, son souffle court. Un silence glacial tomba. Les 3 voyous jubilaient. Ils venaient de dominer leur cible. Ils étaient au sommet de leur micro-monde, convaincus d'être les rois d'un territoire sans foi ni loi. Mais ils n'avaient pas vu le changement. Ils ne virent pas le léger mouvement de la nuque de Daniel. Le discret étirement de ses doigts. Le micro-décalage de sa respiration, qui passa d'un souffle lent à un rythme de combat. Son regard, lorsqu'il releva la tête, n'avait plus rien d'ordinaire. Il n'était plus l'homme au regard doux qui admirait sa femme dans la lumière d'un restaurant. Il était devenu une chose oubliée. Une présence silencieuse. Féroce. Méthodique. Clara, toujours debout à côté de la portière, sentit quelque chose de primal l'envahir. Elle recula instinctivement, sentant la tension changer d'état. Ce n'était plus de l'humiliation, ni même de la colère. C'était autre chose. Un parfum de guerre. Daniel se releva, lentement, comme une bête qui sort de son sommeil. Sa mâchoire se crispa. Ses épaules s'alignèrent. Ses yeux balayèrent le terrain avec une précision clinique. Clara, les yeux écarquillés, vit dans l'homme qui lui faisait face, un étranger familier. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait. C'était de la stupeur, presque du vertige. Et elle comprit. Quelque chose venait de se réveiller. Et il n'allait pas s'arrêter. Daniel se redressa sans précipitation, comme si le temps venait de changer de densité autour de lui. Le chaos, le vacarme, les insultes, les rires moqueurs, tout semblait s'éteindre dans son esprit. Il n'y avait plus que le silence, dense comme l'avant d'une tempête. Il jeta un regard bref à Clara. Son visage n'exprimait ni colère, ni peur. Seulement une détermination glaciale, forgée dans des années d'ombre et de missions secrètes. Il ôta lentement sa veste, d'un geste mesuré, presque cérémonial. Il la plia avec soin, comme un soldat pliant ses drapeaux avant la bataille. Puis il tendit le vêtement à sa femme. « Rentre dans la voiture, Clara. Et ferme les yeux. » Sa voix était calme. Plate. Mais chaque syllabe résonnait comme une cloche funèbre. Clara recula d'un pas, le cœur battant. « Daniel, non. Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il la fixa. Il n'y avait plus trace du mari tendre dans son regard. Seulement quelque chose d'inconnu, d'effrayant. Ce qu'ils ont réveillé. Il se tourna alors vers les 3 jeunes hommes, qui avaient cessé de rire. Quelque chose dans l'attitude de Daniel venait de changer la température de l'air. Il n'avait pas besoin de crier. C'était son corps, son regard, son silence qui parlaient. Son pas était fluide, sans hésitation. Comme s'il dansait avec un ennemi invisible, calculant déjà les trajectoires avant même le moindre geste. Rico, toujours nerveux, voulut frapper le premier, croyant prendre l'avantage.
Il lança un coup large, brutal, mal maîtrisé, plus pour impressionner que pour toucher. Erreur fatale. Daniel n'esquiva pas. Il absorba le mouvement, se pencha juste au bon moment, saisit le poignet de Rico et, dans un geste sec, précis comme un scalpel, le tordit à un angle impossible. Un craquement sec, suivi d'un hurlement. Rico tomba à genoux, agrippant son bras disloqué, les larmes jaillissant de douleur. Très, paniqué, sortit un couteau papillon, le déployant avec maladresse. « Je vais t'ouvrir, vieux fou. » Mais Daniel était déjà sur lui. Il avança d'un pas rapide, lui asséna un coup net au sternum, bloquant sa respiration, puis enchaîna avec une frappe au creux de la gorge. Très recula en titubant, les yeux révulsés, incapable de parler ni de respirer. Il s'effondra dans un souffle rauque, l'arme toujours dans la main. DeShawn, jusque-là en retrait, comprit que ce n'était pas un combat ordinaire. Ce n'était même pas un combat, c'était une démonstration. L'instinct de survie prit le dessus. Il tourna les talons, voulut fuir. Mais Daniel bondit comme un félin. Son pied décrivit un arc précis, un coup de pied circulaire parfaitement exécuté, qui frappa DeShawn à la tempe. L'impact fut sourd. Le colosse vola littéralement contre le mur de briques, et s'écroula dans un gémissement, groggy, les bras en croix. Le silence retomba. Des passants, figés à distance, n'osaient même plus filmer. La scène n'avait rien d'un spectacle de rue. Elle relevait du rituel, d'une puissance froide, maîtrisée. Comme si un prédateur ancestral venait de montrer ce qu'était le vrai pouvoir. Clara, assise dans la voiture, regardait par la vitre, les mains tremblantes sur ses genoux. Ses lèvres bougeaient sans son. Ce n'était pas de la peur. Ce n'était même pas du choc. C'était l'incompréhension la plus absolue. Elle avait vécu avec cet homme. Dormi contre lui. Partagé sa vie. Mais ce qu'elle venait de voir n'appartenait pas au monde civil. Ce n'était pas un mari, ce n'était pas un citoyen. C'était un guerrier. Un fantôme de guerre. Un instrument forgé par l'État puis relâché dans le monde avec l'illusion de la paix. Et ce soir, la bête avait ouvert un œil. Les sirènes hurlèrent à l'horizon, fendues par l'air froid du soir. L'écho se répercutait sur les murs de briques, s'amplifiant comme l'annonce d'un événement que personne ne maîtrisait plus. Une patrouille de police déboula à toute vitesse dans la ruelle. 2 agents en sortirent précipitamment, armes à la main. Les gyrophares projetaient des éclats bleus et rouges sur les visages tendus des badauds. Le sol était jonché de débris, de gémissements et de regards terrifiés. Un des voyous vomissait, un autre pleurait, le troisième ne bougeait plus. L'agent le plus jeune, officier Banton, fonça droit sur Daniel, pensant voir un assaillant dangereux. Il cria. « Tout va bien ici ? Monsieur, vous devez vous écarter immédiatement et… » Mais son collègue, le sergent Jenkins, un vétéran au visage creusé, s'arrêta net. Ses yeux s'élargirent, comme s'il venait de voir un fantôme. Il attrapa brusquement le bras de son coéquipier. « Arrête. Tout de suite. »« Mais, pourquoi ? Ce type vient d'en mettre 3 à terre. » Jenkins s'avança lentement, comme si chaque pas le ramenait à des souvenirs qu'il aurait préféré oublier. Il dévisagea Daniel avec une prudence mêlée de respect profond. « Mon Dieu ? Est-ce que vous êtes Daniel Moreau ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux vers le policier, son regard aussi calme que tranchant. Jenkins blêmit. « Spectre !» Banton fronça les sourcils, perdu. « Qui ça ?» Jenkins, les yeux fixés sur Daniel, répondit d'une voix grave, presque solennelle. « Un nom de code. Du programme Ghost Sentinel. Force spéciale clandestine. Opération Noire. J'ai vu son dossier en formation. Il faisait partie d'une unité d'effacement. Ce type a survécu à 17 missions impossibles, sans renfort, sans couverture, souvent sans retour officiel. Le genre de soldat qu'on n'envoie que quand la mission n'a aucune chance. Il a disparu il y a plus de 15 ans. On pensait qu'il était mort, ou qu'on l'avait enterré quelque part avec ses secrets. Daniel hocha lentement la tête. « J'ai raccroché il y a longtemps. Je suis sorti de tout ça.
J'ai essayé de devenir un homme normal. Mais ce soir, ces jeunes ont réveillé autre chose. Jenkins se tourna vers les voyous au sol, gémissant, certains en état de choc. Il fit un signe rapide à la radio. Envoyer une ambulance. Plusieurs blessés. Aucun danger immédiat. Trey, étendu sur le bitume, la bouche en sang, regardait Daniel comme s'il observait une entité surnaturelle. Ses lèvres tremblaient. T'es pas humain, mec. Daniel s'approcha, ses pas lents résonnant dans la ruelle silencieuse. Il se pencha, ses yeux plantés dans ceux du jeune homme. Je suis un homme. Mais j'ai vu ce que les monstres font. Et si tu continues à mépriser les autres, à te croire invincible dans ta propre ignorance, tu deviendras l'un d'eux. Il se releva, puis se dirigea vers Clara, toujours assise dans la voiture, les bras autour d'elle-même, figée. Daniel reprit sa veste qu'elle tenait contre elle, la remit sur ses épaules sans dire un mot. Il s'assit lentement à ses côtés, sans la regarder au début. Le silence entre eux était lourd, presque sacré. Clara, la voix tremblante, brisa ce silence. Qui es-tu, vraiment? Daniel inspira lentement, les yeux perdus dans la rue désormais calme. Je suis celui que tu as épousé. L'homme qui t'écoute le soir quand tu racontes ta journée. Celui qui te regarde dormir comme si c'était un miracle. Un court silence, puis. Mais avant toi, j'ai été autre chose. Une arme vivante, façonnée par des années d'entraînement, de mission, de sang. Un fantôme sans passé, juste un nom de code, utilisé comme un outil. Je faisais ce qu'on me demandait. J'obéissais. Je survivais. Et je pensais que c'était ça, protéger le pays. Il se tourna enfin vers elle. Son regard s'était adouci. Humain à nouveau. Et puis un jour, j'ai rencontré une femme, toi, qui m'a montré ce qu'était vraiment la paix. Le vrai combat, c'était pas sur le terrain. C'était d'apprendre à vivre sans tuer. Clara, les larmes aux yeux, posa lentement sa main sur la sienne. Sa voix était un souffle. Tu n'es pas ce que j'ai vu ce soir. Tu es ce que je vois chaque matin. Tu es celui qui me prépare mon thé. Celui qui s'inquiète quand je tousse. Celui qui m'aime, sans bruit. Daniel baissa les yeux, submergé par une émotion qu'il ne connaissait pas sur les champs de bataille. Il serra doucement ses doigts autour des siens. Peut-être que c'est toi, ma véritable mission. Quelques semaines plus tard, le calme était revenu dans les rues de Providence. L'automne avait laissé place à un hiver discret. Les feuilles mortes n'étaient plus que des souvenirs, balayés par le vent comme les échos d'une nuit marquante. Une nuit que certains n'oublieraient jamais. Trey, Rico et DeShawn avaient quitté la ville sans faire de bruit. Pas de bagarre, pas d'adieu. Juste un départ silencieux, comme des ombres effacées. On raconte que Trey est parti dans le nord, dans une petite ville de Pennsylvanie. Il aurait trouvé du travail comme aide-soignant dans une maison de repos. Une vocation surprenante pour ceux qui l'avaient connu arrogant et impulsif. Mais les cicatrices de cette nuit, invisibles aux yeux des autres, restaient brûlantes. Un jour, alors qu'il aidait un ancien militaire grabataire à ajuster sa couverture, le vieil homme l'avait fixé longuement. « Tu trembles. »« Pourquoi ?» Trey avait souri tristement, le regard perdu. « Parce qu'un jour, j'ai vu le diable. » Mais il avait les yeux d'un homme en paix. Il n'en parlait pas souvent. Mais quand il le faisait, c'était toujours avec la même phrase. Il y a des hommes que tu croises une fois, et ça te change à vie. Il s'appelait Daniel. Mais pour moi, c'était un fantôme. Un avertissement vivant. Rico, lui, est retourné vivre chez sa tante dans le Bronx. Il a complètement changé d'allure, rasé ses cheveux, quitté la rue. Il travaille maintenant dans un atelier de mécanique et ne parle plus jamais des nuits qu'il passait à faire le malin. À ceux qui lui demandent pourquoi il est devenu aussi calme, il répond simplement. J'ai cru que j'étais fort. Jusqu'au jour où j'ai croisé un mur en forme d'homme. Quant à DeShawn, il s'est engagé dans un programme communautaire pour jeunes délinquants. Ironiquement, il enseigne désormais la gestion de la colère. Il commence souvent ses sessions avec ces mots. J'ai appris à respirer. Parce qu'un type m'a montré ce qui arrive quand on n'écoute pas les signes. Il m'a pas juste mis à terre.
Il m'a réveillé. À Providence, les rumeurs se sont calmées. Mais ceux qui ont été témoins de cette nuit, ou même ceux qui ont simplement entendu les histoires, baissent instinctivement la voix lorsqu'ils croisent Daniel Moreau. Il continue à marcher chaque samedi matin, main dans la main avec Clara, dans le parc au bord du lac. Il parle de tout. De rien. Des fleurs qui tardent à éclore. Du chocolat chaud à tester. De la vie qui suit son cours. Mais parfois, un passant croise leur chemin, ralentit en le voyant, puis s'arrête. Pas pour demander une photo. Pas pour lui parler. Juste pour regarder et réfléchir. Car ceux qui savent, ne rient plus. Il voit dans ses yeux une lumière calme, mais aussi un feu ancien. Une silhouette modeste, mais une aura lourde comme l'acier. L'homme à la barbe poivre et sel, au pas tranquille, n'est pas qu'un retraité discret. C'est un homme qu'on ne provoque qu'une fois. Et qui, même dans le silence, rappelle au monde que certaines ombres ne dorment jamais.